Hello et bienvenue dans Wedding Divan, le podcast dédié aux pros du mariage. Je suis Magali Zarka, formatrice du Wedding Gang, officiante de cérémonie laïque et ancienne wedding planner avec plus de 100 mariages à mon actif. Si tu es entrepreneur dans le milieu du mariage ou que tu souhaites te lancer, ce podcast est fait pour toi. Comment réussir, comment se démarquer et surtout, comment durer dans le mariage? Autant de questions auxquelles nous répondrons ici via des interviews sans tabou de prestataires de mariage ou qui peuvent t'aider à améliorer ton business. On y abordera leur parcours, leurs réussites et leurs erreurs aussi parfois. Je partagerai également avec toi tous mes conseils, astuces et outils pour te donner un accès direct à la réussite dans le Wedding World. Allez, pose-toi dans ton canapé, écoute-nous dans ta voiture ou même en faisant la vaisselle et surtout, abonne-toi pour ne manquer aucun épisode. Hello le gang, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Elodie de l'agence de Wedding Planner, c'est Hello Wedding, dans ce nouvel épisode. Être pressé de réussir, bonne ou mauvaise idée, c'est le sujet qu'on a choisi d'aborder avec Elodie. Je te laisse écouter. Hello Elodie, bienvenue dans Wedding Divan, je suis ravie de t'accueillir. On ne se connaît pas, mais on va apprendre à se connaître à travers cet épisode. Bienvenue. Merci beaucoup, je suis ravie d'être là. On a appris à se connaître un tout petit peu sur Instagram, mais c'est vrai que on s'était jamais parlé plus que 5 secondes ou 10 secondes. Allez, la magie des réseaux. 1 minute avec Instagram, on a le droit. Mais écoute, je suis ravie de t'accueillir. On a choisi un sujet un peu sympa en plus aujourd'hui. J'avais envie de parler de ça depuis un moment, donc c'est cool que tu aies commencé à en parler sur Insta entre nous. Est-ce que pour les personnes qui te connaissent pas, tu peux déjà te présenter? Oui, tout à fait. Donc, je m'appelle Elodie Bourrel. Je suis gérante de l'agence Say Hello Wedding. Donc, c'est une agence de wedding planning de destination plutôt. Donc, sud-ouest de la France et Marrakech à l'heure actuelle. Et on est ouvert à toute autre proposition, mais en tout cas, c'est là où sont nos performances pour le moment. Et je suis aussi gérante d'un domaine de réception dans les Landes, donc sud-ouest aussi, avec mon mari. Voilà. Ok. Et qui s'appelle comment du coup le domaine de Bouhimi. Ok. Et donc du coup, comment t'es devenue wedding planner? Waouh. Alors, on fait la version courte ou la version longue? On va faire la moyenne. Ouais, fais la moyenne. On est sur un podcast. Faut pas que ça dure 3 heures non plus. En fait, j'ai commencé mon cursus pro en communication. Donc, j'ai fait une licence communication. J'ai pris un poste de responsable com dans des établissements publics, d'abord à la SNCF où j'ai déjà là commencé à faire un peu d'événementiel, etc. Mais bon, communication interne principalement. Ensuite, je suis revenue dans les Landes où j'ai pris un poste de directrice de la com dans une mairie. Donc là, en gros, c'est 360 degrés dans une petite mairie puisque tu fais à la fois le graphisme, le print, l'événementiel, enfin voilà, donc vision large de la com. Et puis j'en ai eu marre, je suis partie aux États-Unis toute seule. J'ai pris une valise, je suis partie un petit peu, quelques mois, et quand je suis revenue avec une forte envie d'entreprendre parce qu'ils ont quand même l'esprit business surdéveloppé, donc ça motive beaucoup. Et donc en 2016, j'ai décidé de monter mon agence de communication. Mon mari était photographe déjà depuis 2009, donc il faisait déjà du mariage. Et donc, de fil en aiguille, notre agence de communication a fait de l'événementiel. Et puis, on a commencé à nous demander des mariages. Et en 2017, j'ai organisé mon premier mariage, c'était à Hossegor. C'était des amis, des connaissances en tout cas, qui ont dit « Ok, tu fais de l'événementiel, voilà. » Et j'ai dit « Bon, banco, ça me plaît, je me lance à fond là-dedans. L'événementiel pro, c'est sympa, mais l'événementiel privé, c'est quand même, il y a une autre dimension qui m'a beaucoup plu et je me suis lancée. » Ok, super. Et du coup, donc t'as un domaine avec ton mari. Comment vous travaillez? J'imagine que t'es wedding planner sur le lieu exclusif ou? Ouais, alors pas exclusif. Alors, comme on faisait du mariage avant d'avoir notre domaine, on déteste l'exclusivité parce qu'on les met pas chez les autres, donc on la met pas en place chez nous. Donc, on propose des formules où mon mari est un photographe et où moi je suis un wedding planner, mais on accueille d'autres prestataires avec grand plaisir. Donc, soit on travaille chez nous, soit on travaille ailleurs. Voilà, ça dépend des week-ends. Et donc, comment vous faites? Alors, moi, je suis curieuse. Sinon, je ferais pas ce métier. Comment vous faites quand vous êtes, par exemple, vous êtes bookés tous les deux photographes wedding planner pour gérer le lieu? Alors, on a un lieu qui est loué en façon gîte, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de personnel sur place quand les gens louent. Et on loue du jeudi au lundi.
ce qui nous permet en général d'aller sur nos prestations le week-end et de pouvoir quand même accueillir le jeudi et le lundi les clients pour l'état des lieux d'entrée, l'état des lieux de sortie, quoi, en gros. Donc ça se gère comme ça. Et si par cas on est par exemple à Marrakech tous les deux sur un mariage, évidemment on a des personnes sur place qui gèrent le domaine quand on n'est pas là. Donc en général en été on surstaff un petit peu pour pouvoir avoir toujours quelqu'un de disponible en France. Comment ça marche Marrakech, vous en faites combien par an? Alors Marrakech, c'est une destination que j'ai ouverte il y a 3 ans maintenant, 2 ans. Donc aujourd'hui, on en est à 2. Ça commence doucement, mais on pourra en parler par rapport au sujet du podcast d'ailleurs. Mais ça fonctionne. Là, on a fait étape par étape et on a fait ça tranquillement. Donc on a d'abord réfléchi à la destination, on a d'abord sourcé. Une fois qu'on avait sourcé, on a communiqué. Donc on a monté un gros shooting où on a quand même pas mal investi et on commence à récolter les fruits. Donc j'ai organisé un premier mariage en mai l'année dernière, j'en ai un prochain en mai cette année et j'ai beaucoup de prospects là actuellement qui me contactent. Donc j'espère, dans l'idéal, je voudrais être sur 4 mariages en France et 4 mariages à Marrakech. C'est mon idéal de programmation saisonnière. Ok. Et donc du coup, j'imagine que ton métier n'a pas toujours été comme celui-là, que tu n'avais pas forcément cette cible-là au tout début, que tu as évolué, que tu es passé par différentes étapes. Est-ce que tu peux m'en dire plus ? Tout à fait. Oui, effectivement, on n'est pas parti, on est parti de zéro un petit peu. Donc quand on a monté l'agence et que j'ai organisé le premier mariage en 2017, je me suis dit, il faut que je me forme parce que l'événementiel pro et l'événementiel privé, c'est pas la même chose. Donc, en 2017, je suis partie en formation chez Muriel, salle d'Almakia. Je me suis formée tout de suite au mariage de destination parce que je m'étais quand même rendu compte dans la prospection, dans les prises de contact que j'avais pas forcément de destination à organiser moi des mariages de personnes sur place. C'est pas ce qui me faisait vibrer en tout cas. Je préférais recevoir des personnes. Donc, du coup, je me suis formée déjà avec Muriel parce que pour moi, c'était indispensable d'avoir les bons outils, les bons discours, les bons process aussi. Donc ça a été la première grosse étape. Ensuite, réflexion, communication. Tous les ans, on réadapte, on réajuste, on monte le niveau petit à petit. J'ai continué les formations avec Muriel pendant 2 ans. Bon, maintenant, je pense que je suis OK et que je connais bien mon taf. Quand on a acheté le domaine en 2018 et qu'on a ouvert en 2019, ça nous a permis aussi de prendre une autre dimension parce que du coup, on rencontre énormément de couples. On est très booké aussi. Donc, l'année dernière, par exemple, j'ai organisé 12 mariages. Bon, c'était trop, mais ça permet de vraiment voir beaucoup de choses différentes, de rencontrer beaucoup de couples. Donc, ça forge l'expérience. Et après, moi, j'ai un relationnel très fort avec mes teams de prestataires. Donc ça, c'est vraiment quelque chose pour moi qui est hyper important. Je m'entoure. Alors évidemment, je change en fonction des critères des clients, mais j'ai vraiment un cœur de prestataire qui est hyper important pour moi. Et ça, c'est quelque chose que je fais monter en gamme avec moi, ou alors que je ressource selon les besoins de mes nouvelles cibles, etc. Mais vraiment, c'est pour moi le cœur du métier, quoi. Alors justement, c'est qui ta cible aujourd'hui ? Et avant, c'était qui ? Comment t'as changé ? Comment t'as évolué ? Donc, tu t'es formée, mais... Ouais, alors après, c'est aussi une vision. C'est-à-dire que, je me suis dit où tu veux être dans 1 an, où tu veux être dans 3 ans, où tu veux être dans 5 ans. Donc, la cible de base, déjà, j'étais wedding planner junior. Donc, en gros, quand j'ai commencé, comme un peu tout le monde, je prenais un petit peu tout ce qui venait. Je réfléchissais pas vraiment à quelle serait ma cible ou quelle serait ma cible de rêve. C'était surtout avoir déjà des clients, le but de base, au tout début. Donc j'ai eu des clients tout à fait honorables. J'ai toujours adoré mes clients, peu importe le budget qu'ils avaient. Mais j'avais des jeunes couples sans forcément de gros budgets. On était sur mes premiers mariages, on était sur des budgets à entre 25 et 30 000 euros. Voilà. Et je me rappelle qu'à l'époque, il y en avait qui me disaient ah oui, mais on a appelé d'autres wedding planners et elles nous disent qu'avec ce budget-là, elles peuvent pas nous accompagner. Et moi je disais mais n'importe quoi. Bon, aujourd'hui, j'avoue, je suis un peu sur ce côté-là aussi, mais voilà, on évolue. Et après, comment j'ai changé de cible, moi j'évolue aussi, quoi. Je suis devenue maman, j'ai évolué dans mon cadre de vie, j'ai évolué aussi dans mes références, dans mes envies. Donc finalement, je fais évoluer aussi un petit peu la cible en fonction de ce que j'ai envie d'avoir autour de moi. Donc aujourd'hui, j'ai 2 cibles différentes, on va dire. J'ai une cible plutôt de personnes sur Marrakech, les mariages que je cible, ça va plutôt être des personnes, on va dire, entre
allez, on va faire une fourchette large, mais entre 35 et 55 ans. On va dire des couples mûrs, pas des jeunes couples spécialement. Alors évidemment, je leur dirai pas non, mais en tout cas, mon cœur de cible, ça va être ça. Ça va être des personnes qui vraiment soit veulent faire découvrir la destination à leurs amis, veulent faire un mariage vraiment festif, pas une grosse usine familiale, c'est plutôt des mariages de 60, 80 personnes où vraiment les clients vont avoir envie d'offrir une expérience totalement différente à leurs convives. Ça, c'est vraiment la cible, le cœur de cible de Marrakech et plutôt mais de manière générale, ça c'est assez vrai en France aussi, plutôt des chefs d'entreprise. Je suis plutôt, j'avoue qu'avec le temps, j'ai besoin aussi de m'épanouir. Les clients, je les ai avec moi 12, parfois 18 mois. Donc, j'ai besoin d'avoir aussi un échange intellectuel, spirituel, je sais pas comment l'expliquer avec eux. Enfin, j'ai besoin de me reconnaître en eux. Et donc, c'est vrai que j'aime beaucoup travailler avec des chefs d'entreprise, des avocats, voilà, des personnes qui ont des postes qui m'intéressent, qui me font réfléchir, qui me permettent aussi, moi, d'évoluer intellectuellement. Donc, voilà, ma cible, elle est là aujourd'hui. Comment t'as choisi d'aller à Marrakech ? Alors, pourquoi Marrakech ? Pourquoi Marrakech ? Dès le départ, en fait, quand je suis allée me former en destination wedding planning avec Muriel, j'avais ça qui me trottait dans la tête. En fait, pour tout te dire, j'ai une amie qui a des riads à Marrakech depuis maintenant 15 ans. J'y suis allée 2-3 fois avec des copines, etc. Et je sais pas te dire, il y a un esprit là-bas. Quand j'arrive sur le tarmac, ça me fait la même chose à chaque fois. Quand je pars de la maison, je me dis toujours, mais pourquoi tu fais ça ? Pourquoi tu t'embêtes à aller aussi loin, machin, hein ? Et quand j'arrive, je sais pas, il y a une aura, exactement, tu vois, il y a un truc dans mon ventre, dans mon cœur qui me dit, t'es au bon endroit, au bon moment. C'est vraiment un pays, j'adore les Marocains, je sais pas, leur sourire, ils me donnent, tu vois, c'est le soleil toute l'année, mais pas dans le ciel, c'est le soleil dans le cœur, quoi. C'est vraiment un truc que là-bas, j'apprécie énormément. La richesse de culture, le fait de pouvoir être dans l'ostentatoire comme dans le minimum. Enfin, tu vois, il y a vraiment le grand écart, mais qui est hyper bien vécu là-bas, qui est beau, quoi. C'est très beau à voir. Tu peux faire quelque chose dans la Médina, au cœur de la population, et 2 heures après être à la Mamounia dans un hôtel ultra luxueux. Enfin, c'est tous les contraires. Marrakech, j'adore. Donc je pourrais en parler pendant des heures, je suis passionnée. Et donc tu vois, quand je suis allée à la première formation, je me suis dit bon, ça c'est peut-être un goal futur, sans vraiment me l'avouer ou me l'autoriser plutôt, mais je l'avais en tête. Et quand on a pris le domaine en 2010, donc on a ouvert en 2019, 2020, 2021, parce que t'es réservé quasiment 2 ans à l'avance dans les domaines. En fait, j'avais 80% de mes mariages qui étaient au domaine. Et je me suis dit, waouh, là, je suis en train de m'enfermer dans un endroit, vu que les gens me bookent très longtemps à l'avance, puisque en fait, ils bookent le domaine et en même temps, ils me bookent à moi. Bah, j'ai plus de créneaux pour les marier après. Et donc là, il faut que je trouve autre chose. Et donc, je me suis dit, Marrakech, c'est évident. Surtout que Marrakech, l'avantage, c'est que c'est sur les ailes de saison. Donc, on va faire mars, avril, mai. Et septembre, octobre, novembre, voilà, puisque juin, juillet, août, il fait trop chaud, donc on fait pas de mariage. Donc voilà pourquoi Marrakech, parce que le cœur et l'esprit, tout y était, quoi. Ok. Et donc du coup, tu me disais sur Insta quand on discutait que pour toi c'était important d'y aller par étapes et de ne pas les brûler ces étapes-là. Est-ce que tu peux m'en dire plus un petit peu sur ton point de vue là-dessus ? Ouais, alors c'est marrant parce que tu vois, bon, c'est vrai que je suis intervenue. En fait, j'ai eu la notification Instagram, tu sais que tu reçois quand il y a un live qui se fait et référence, Magali participe, machin. Et j'ai dit tiens, en fait, pour tout te dire, avec mon mari, on regarde des références puisqu'il est photographe chez Wedding Planner, donc bon, a priori, on est le cœur de cible, donc on regardait ça avec attention. Et puis tiens, j'ai eu la notification, j'ai dit tiens, Magali, ça fait un moment que je veux la contacter, je vais voir ce qu'elle dit. Donc je regarde et tout ça, j'écoute en travaillant et tout, et puis j'entends, tu vois, monter en gamme, je lis les petits posts des gens, ah ouais, moi je voudrais monter en gamme, moi je voudrais monter en gamme, moi je voudrais monter en gamme, moi je voudrais. Putain, je dis mais c'est pas possible. Bon, en toute humilité et toute objectivité, puisque je suis moi aussi en ce moment en train de faire un audit pour monter en gamme. Donc tu vois, je suis clairement, je suis pas critique, mais je vois juste la situation en me disant bon ok, on veut tous monter en gamme, mais pourquoi, tu vois? Et en fait, je me dis c'est pas tellement que je sois contre ça, évidemment, puisque je le fais moi-même, etc. Mais en fait, aujourd'hui, je vois plein de wedding planners. C'est très valable en wedding planning et en photo aussi, je le ressens. On veut tous monter en gamme, on veut tous aller faire du luxe, on veut tous des clients plus riches, etc. Enfin, c'est toujours, voilà, la course au plus beau, au plus gros mariage. Sauf que tout le monde n'a pas les codes pour ces réseaux-là et ces personnes-là. Quand on commence, on n'est pas rompu à tous les tracas qui peuvent arriver dans un mariage. Et si on n'a pas les épaules un peu solides ou la team, alors après, on peut très bien commencer dans ce créneau-là et se dire, OK, je fonce dans le luxe, l'extra-luxe, etc. T'as intérêt derrière quand même à avoir sous-traité avec les bonnes personnes. Parce que si tu débutes et que t'as des questions,
c'est pas pareil, quoi. Un mariage à 400 000, c'est pas pareil qu'un mariage à 40 000. C'est pas les mêmes attentes, c'est pas les mêmes besoins, voilà. Donc, moi, je pars du principe que tout est possible et tout est envisageable si tu te formes, si tu as de l'expérience et si tu as les codes. Et ça, pour moi, c'est le troisième point qui est hyper important. Parce que monter en gamme dans une cible où t'as pas les codes, mais en fait, si c'est pour aller au crash, être déprimé, parce que tu vois, t'as plein de gens qui montent en gamme, disent ah ouais, mais je touche pas ma cible, j'y arrive pas, ça rentre pas. Ben ouais, mais en fait, il y a plein de marques qui sont pas montées en gamme ou qui ont pas fait du luxe et qui aujourd'hui sont des multinationales. Bien sûr. Alors effectivement, enfin, je suis complètement alignée à ce que tu dis là. Après, c'est vrai que dans Référence, enfin dans le live qu'on avait fait avec Stéphanie et Christophe, les personnes qui disaient vouloir monter en gamme, effectivement, c'était des gens qui étaient là depuis un moment. Et je pense que quand on veut monter en gamme, il faut être déjà dans une gamme. Voilà, c'est pas quand on débute. Non, mais c'est pas quand on débute. Après, effectivement, il y a dans ce que tu dis aussi, il y a des gens qui veulent se lancer dans le luxe directement, et effectivement, peut-être que ça peut être un peu touchy. Après, enfin, ce qui est drôle, c'est que ça me fait rire en fait ce que tu dis de dire oui, on veut tous des mariages plus chers, plus machin. Moi, j'ai fait, je sais plus si j'en ai déjà parlé, mais je crois que oui, j'ai fait des mariages vraiment plus chers que ce que je faisais d'habitude. Tu vois, franchement, je sais même pas combien le mariage était parce que j'étais pas wedding planner sur ce mariage-là, j'étais officiante. Je pense que, enfin, déjà en fleurs, il y en avait pour juste sur la cérémonie, il y en avait pour 20 000 euros de fleurs juste sur la cérémonie. Il y avait beaucoup de lieux décorés par les fleurs ailleurs. Donc, je me dis que le mariage était au moins, enfin, franchement, j'en sais rien. Je vais pas dire de bêtises. Mais bon, enfin voilà, c'était un gros mariage avec beaucoup d'argent. Les mariés habillés tous les deux en Dior. Enfin voilà, je me sentais pas à l'aise du tout. Mais pas du tout. C'est-à-dire que pour le coup, les mariés étaient adorables, les gens aussi, etc. Mais je me sentais pas à ma place sur ce mariage-là. Après, peut-être que c'est juste une question de mindset. Et peut-être que maintenant tu le serais. Mais en fait, c'est une question de, il faut acquérir les codes, et ça, pour moi, ça s'acquiert pas en 2 semaines, en 1 mois, ni même en 1 an, en fait. C'est clair. Je suis d'accord. Et du coup, c'est quoi les codes du luxe pour toi? Alors, il y a luxe. Alors, pour moi, il y a 2 choses différentes. Enfin, parce que même 10. Parce qu'en fait, c'est pas tellement le luxe. Tu veux dire, tu vas avoir des aristocrates qui vont vouloir du luxe. Il va y avoir des codes totalement différents. De stars du cinéma ou de la musique qui vont vouloir du luxe, qui vont avoir des codes totalement différents. Donc, pour moi, au-delà du luxe et du budget, c'est vraiment les codes de ta cible. Et c'est pour ça que pour moi, c'est hyper important de savoir où tu veux aller et qui tu vises. Moi, si je vise des chefs d'entreprise et des avocats, dans mon petit truc de positionnement, c'est ma cible, tu vois. Je vais clairement pas parler à des influenceurs. Ça va pas leur parler, tu vois. Donc les codes, pour moi, c'est pas les codes du luxe. Alors évidemment, t'as des codes du luxe qui sont les marques, etc. Mais aujourd'hui, tout le monde s'achète des claquettes Hermès, donc ces codes-là, ils ont plus vraiment de résonance. Donc ça va plutôt être des codes d'esthétique pour certains, des codes de langage pour d'autres, d'attitude, tu vois, c'est vraiment des choses dans cet esprit-là, plutôt de la communication corporelle, en fait, j'ai envie de dire, voilà, et de l'éducation. Ok, et donc concrètement, qu'est-ce que t'appelles en fait être trop pressé, vouloir justement sauter ces étapes? En tout cas, c'est ne pas y réfléchir, quoi. Tu vois, pour moi, être chef d'entreprise, c'est dessiner son avenir, le penser, le réfléchir. Voilà. La montée en gamme, c'est pas une nécessité en soi. Tu peux très bien rester dans ta gamme toute ta carrière et très bien fonctionner comme ça. Il y a des franchises de wedding planner qui fonctionnent très bien dans des créneaux de budget et qui vont rester sur ces créneaux-là. Enfin, tu vois, je veux dire, voilà. Mais si tu veux monter en gamme, pour moi, il faut y aller étape par étape, quoi. Donc, faut pas se dire, je vais aller viser le high top dans 6 mois, quoi. Déjà, en tant que wedding planner, on est booké à minima 1 an à l'avance. Donc, tu sais que déjà, ton évolution, elle va être à minima N+3. Tu vois. Enfin, pour moi, c'est évident parce que tu vas faire ton analyse. Ok, tu veux changer de positionnement. Quel est ton nouveau positionnement? Quelle est ta nouvelle cible? Comment je parle à ma nouvelle cible? Ok, ça, je le sais, je l'ai en tête. Je le mets en place. Donc, avec des outils de communication, je les mets en place moi, je sous-traite à quelqu'un, je trouve l'équipe, etc. Tout ça, c'est au moins en 6 mois. Ok, voilà. Évidemment, tu peux le faire plus vite, mais si tu le fais plus vite, à mon avis, tu vas oublier des étapes, tu vas trop foncer, il faut réfléchir, quoi. Il faut avoir une certaine idée faut aller creuser. Donc, pour creuser, il faut aussi prendre le temps, quoi. Donc, 6 mois, tu le mets en place, le temps d'avoir tes prospects, le temps d'avoir ton process de vente. Bon, déjà, à minima, pour moi,
tu peux pas faire ça en moins d'1 an. Voilà. Et en an, ça veut dire que ça va se répercuter l'année d'après. Donc, voilà, ne pas aller trop vite, pour moi, c'est ça. Parce que tu peux très bien, demain, partager, tu vois, si on reste sur Instagram, partager des photos qui sont pas ton travail et te dire qu'en fait, sur ton feed, t'as monté en gamme, c'est magnifique, t'as que des super belles photos, ou tu fais 2 shootings, t'as des photos magnifiques, etc. Mais derrière, t'as pas le truc, t'as pas l'expérience, t'as pas vraiment réfléchi où tu voulais aller. Et c'est pour ça que je dis, voilà, le luxe, c'est pas un but. Pour moi, je suis désolée, c'est pas un but. Il faut aller plus loin que ça. Faut réfléchir plus loin que ça. Sinon, pour moi, tu vas au crash. Voilà. Ok, bon, on en a déjà un petit peu parlé, mais pour toi, c'est quoi les conséquences si tu vas trop vite? C'est le crash? Ouais, mais en fait, c'est le crash mental, tu vois, c'est hyper important. En fait, c'est la pression. En fait, aujourd'hui, on se met la pression à se dire, il faut qu'on fasse mieux. Et en fait, si t'y arrives pas, si t'as pas les demandes qui arrivent tout de suite, parce que, si forcément tu t'es pas vraiment mis un but précis et exact, en fait, si toi tu sais pas où tu vas, les gens ils savent pas où tu vas non plus, donc ils vont pas forcément te contacter. Et donc le risque, c'est d'avoir moins de demandes, d'avoir moins de chiffre d'affaires et de déprimer, en fait. Enfin, tu vois, de te dire, je suis plus à ma place dans mon business, alors qu'en fait, t'as juste voulu aller trop vite et que t'as pas pris le temps de réfléchir vraiment à ce que tu voulais faire. Et j'en vois beaucoup autour de moi me dire, ouais, en ce moment, ça marche pas, je comprends pas, j'ai pas la clientèle que je veux. Ouais, mais il faut réfléchir quand même longtemps et bien à comment tu veux leur parler et comment tu veux les attirer et être sûr que tu corresponds à la clientèle que tu veux aussi, quoi. Faut me les envoyer, celles-là. Alors c'est mes clientes. moi, je dis ça, mais en même temps, j'ai pas la science infuse, tu vois. C'est toujours le cordonnier le plus mal chaussé. Je teste des trucs. Je suis en audit avec une nana en ce moment qui est géniale et qui me fait faire des remises en question de fou et donc qui m'aide aussi là-dedans. Et voilà, j'arrive du coup à relater, mais moi je suis de nature hyper pressée à la base et je prends sur moi tout le temps pour pas aller trop vite, quoi. Mais justement, je pense qu'aussi on voit, je pense que, enfin, le fait que les filles qui commencent ou les filles qui veulent changer, etc., sont si pressées, c'est parce qu'on se compare, en fait. On se dit, je veux en être là où elle en est, alors que, on n'est pas du tout, on compare le chapitre 1 et le chapitre 10 d'une autre personne, quoi. Donc, oui, enfin, il y a un bon équilibre à trouver. Justement, enfin, c'était ma question d'après. C'est quoi pour toi le bon équilibre entre être ambitieuse et patiente, finalement? Mais déjà, c'est savoir où tu veux aller et ton équilibre pro et perso aussi, c'est hyper important. Tu vois, monter en gamme, ça veut dire avoir des clients plus exigeants, par exemple. Est-ce que si tu as 3 enfants à la maison, t'es OK pour répondre au téléphone à 5h du mat ou à 23h parce que maintenant tes clients, ils ont un jet lag, ils ont des différences d'horaires complètement différents des tiens. Est-ce que t'es prête à partir 4 jours parce que en fait c'est plus des mariages sur 1 jour mais c'est du mariage sur 3 jours. Donc déjà à la base pour moi c'est l'équilibre pro perso, où toi tu veux aller et combien de temps tu veux donner à ton travail. Déjà ça pour moi c'est hyper important pour trouver l'équilibre entre OK, je veux aller là, est-ce que j'ai les moyens concrètement dans mes capacités pour le faire? Est-ce que j'en ai vraiment l'envie ou est-ce que je le fais parce que justement je vois les autres le faire et que ça me met la pression? Tu vois, l'équilibre à trouver, il est là en fait. C'est déjà se poser et réfléchir à ce que toi tu es capable de faire et où tu es capable d'aller. Alors évidemment, en s'enlevant les freins possibles. L'idée, c'est pas de se dire non, j'en suis pas capable, non, je vais pas y arriver. C'est pas du tout ça mon discours, mais c'est de dire parce qu'encore une fois, si tu te brûles les ailes au bout d'1 an, parce que ok, t'as fait tout le bon boulot, t'as tout fait machin, mais sauf qu'en fait, t'as 3 petits en bas âge et t'as fait 3 mariages je sais pas, à Porto ou je ne sais quoi, et en fait t'es parti 4 semaines dans l'été et en fait t'as pas profité de tes enfants et tu te dis j'ai fait une bêtise, c'est que t'es allé trop vite parce que t'avais pas réfléchi à ça avant, tu vois. Et du coup, est-ce que toi, tu as des exemples dans ta progression personnelle où, en fait, la patience a été bénéfique? Clairement, la destination Marrakech. Je l'ai vraiment réfléchi. Tu vois, je me le suis noté parce que je me suis dit, faut que je trouve un exemple concret. Donc, j'ai pris le temps de reprendre les étapes. Et du moment où, en 2017, je fais la formation et je me dis, tu vois, t'as la petite graine qui germe dans le cerveau, j'ai vraiment pris la décision d'ouvrir Marrakech en 2020. En 2020, pendant 1 an, j'ai vraiment sourcé, je suis allée visiter des lieux, je suis allée rendre visite à des prestataires, j'ai discuté, pendant 1 an, j'ai vraiment sourcé sur place. En 2021, on a décidé d'investir dans un shooting, donc là,
on a mis de l'argent. Donc, on a fait venir des modèles, on a fait venir des prestataires. C'est un shooting qui m'a coûté en temps, en énergie et en argent. Donc, on a investi. En 2022, on a vraiment ciblé les mariages qu'on voulait produire. Donc, on a communiqué sur ça et on a communiqué. Je dis on parce que c'est vrai en fait, je suis toute seule dans l'agence, mais mon mari a ouvert la destination en même temps que moi finalement. Donc, je dis tout le temps on parce qu'on se suit dans les étapes. Donc, on a commencé à communiquer vraiment, mais en ayant réfléchi du coup à ce qu'on voulait faire vraiment. Et 2022, 2023, on a les résultats, on a les fruits puisqu'on a les mariages qu'on veut qui tombent, quoi. Donc, tu vois, je me dis, sur ça, on a pris le temps, on y a réfléchi et on y réfléchit encore puisque tu vois, avec la personne qui m'accompagne, je réfléchis à faire un shooting pour justement aller au-delà, à pouvoir proposer des lieux différents et qui sont justement un peu plus élevés en termes de prestations. Et du coup, je le réfléchis encore puisque là, je repositionne l'activité. Je dis, OK, on a réussi, on l'a fait sur des mariages. Je ne vais pas dire facile parce que c'est déjà des très beaux mariages, c'est des budgets à plus de 100 000 euros pour 60 personnes. Enfin, voilà, donc on est sur des beaux mariages. Mais on peut aller encore plus loin, on le sent. Donc là, on dit, OK, on sent qu'on en est capable. Donc on y va, mais encore une fois, step by step, quoi. On va refaire un shooting, on va remontrer ce qu'on est capable de faire. On va aller sourcer d'autres personnes et peut-être en 2024, 2025, à mon avis, on aura les fruits et on ira dans une nouvelle gamme sur le mariage à Marrakech. Mais tu vois, sur cette destination-là, qui pour moi est un peu le bonbon, tu vois, la cerise sur le gâteau, c'est à peu près le seul truc sur lequel j'y vais étape par étape. Et en fait, je vois que ça marche, quoi. À contrario, au domaine, on y va tout feu, tout flamme depuis qu'on a commencé. On fait des travaux tous les ans, on réinvestit tout, on n'est pas du tout patient. Et en fait, on voit très bien qu'en termes de trésor et tout, on est à la rue parce que, en fait, on veut aller trop vite. Donc, tu vois, à contrario, je vois bien les deux exemples, en fait, ils se dessinent complètement différemment, quoi. T'as testé les deux, donc. Exactement. Je teste les deux, tu vois. Je suis en plein test des deux actuellement, quoi. J'ai le diable rouge et l'ange blanc et à chaque fois, je suis là, OK. Donc, non, mais c'est, ouais. Et la personne qui t'accompagne, on peut en parler? C'est une personne du mariage ou c'est une personne complètement ailleurs? Non, c'est une personne du mariage. C'est Linda Champenois, tu la connais sûrement. Et donc, de nom, ouais. Elle nous accompagne surtout sur, justement la façon dont on va parler à notre nouvelle cible, en fait. Voilà. Donc, en fait, elle me permet surtout de me remettre en question sur ces codes-là. Voilà. C'est surtout ça, en fait. Donc, je vais plus loin avec elle par rapport à ça. Trop bien. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter par rapport à tout ce qu'on a dit ou alors on passe aux questions que je t'ai pas envoyées? Non, pour moi, c'était en tout cas hyper important de pouvoir parler de ça, surtout pour enlever la pression aux personnes qui démarrent ou qui sont vraiment à 2 ans, 3 ans de l'activité, quoi. Parce que en plus, il y a eu le Covid, ça a été très compliqué. Et pour moi, vraiment, il y a de la place pour tout le monde. Aujourd'hui, dans les boulots, quand quelqu'un se marie aujourd'hui, tout le monde a des travails hyper prenants, etc. Enfin, je veux dire, il y a en gros, tout mariage peut avoir une wedding planner à tout budget. Voilà, il y a des wedding planners à 3 000 euros, il y a des wedding planners à 10 000 euros, il y a des wedding planners au pourcentage qui gagnent sûrement 40 000 euros par mariage. Et donc, voilà, il faut réfléchir surtout à ce qu'on a vraiment envie de faire, quoi. Pour moi, c'est hyper important et essayer de se détacher un petit peu de ce qu'on voit sur les réseaux. Ouais, alors je repense au live avec référence dont tu parlais au début. Il y avait beaucoup de monde justement qui disait que c'était difficile de toucher une clientèle aisée dans le Bordelais ou voilà dans le Sud-Ouest. Qu'est-ce que t'en penses de ça? Dans le Sud-Ouest, en fait, moi, je suis pas hyper objective sur ce sujet-là, je vais me faire taper dessus, mais on a une tendance qui est que moi j'ai jamais aimé, que je suis contente, qui commence à s'étioler doucement, mais c'est le moody et le bohème. Chez nous, c'est très marqué, très très marqué, et donc forcément pour moi la pampa, même si c'est très cher pour ce que c'est, ça coûte moins cher que de la fleur fraîche. Une grange, ça coûte moins cher qu'un château. Enfin bref, il y a des codes différents dans le moody. Alors oui, tu peux faire un mariage cher dans le moody, c'est pas la question, mais t'iras pas toucher, à mon sens, t'iras pas toucher du luxe en faisant ce style-là de mariage. Tu vois, c'est vraiment une niche. Le mariage au budget sur du bohème, c'est vraiment une niche, quoi. Ça va être 2-3 stars, peut-être 2-3 personnes qui veulent faire ça. Mais quand même, quand on veut passer sur des hauts budgets, je pense qu'il y a aussi un type de mariage. Alors, je dis pas que tout le monde doit faire du mariage américain, fine art dans un château, mais il y a des types aussi de prestations. Et c'est vrai que dans le Sud-Ouest, c'est pas tant. Alors, je rigolais parce que il disait le rugby, le saucisson, le machin. Oui, c'est vrai, mais il y a des rugbymen qui veulent faire des mariages très esthétiques. C'est juste pour faire réagir les gens du Sud-Ouest, et ça a très bien marché, je crois. Ça a très bien marché, clairement. Mais c'est plutôt l'esthétique, en fait, qui a été amenée. C'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de nature dans notre secteur, etc. Et que c'est pas des champs de lavande, quoi. C'est des forêts, etc. C'est la plage, donc on a un côté un peu plus bohème. Et donc, sorti de Bordeaux et de ces châteaux, en fait,
tu vois. Mais moi, je suis pas totalement d'accord parce que t'as quand même une clientèle d'Américains, de personnes asiatiques qui viennent se marier dans les châteaux bordelais. Les grands crus bordelais, ça attire énormément. Et enfin, tu vois, il y avait quand même Beyoncé et Jay-Z à Bordeaux la semaine dernière, quoi. Donc bon, voilà. Ok. Dans des châteaux, dans un château dans lequel on marie régulièrement des gens en tant que wedding planner du Sud-Ouest. Donc voilà. Ok, intéressant. Ok, on passe aux questions que je t'ai pas envoyées. Aïe. C'est quoi ton dernier coup de cœur pro? Il date d'il y a pas très longtemps. Mon dernier coup de cœur pro, c'est Marion. C'est une fille avec qui, du coup, on a décidé de monter une formation Mindset Business. Parce que du coup, on s'est tellement bien entendu qu'on a dit il faut qu'on fasse un truc toutes les deux. C'est une fille géniale qui a une agence qui s'appelle Gypsy Agency, qui fait du référencement SEO, qui est prof en marketing digital, etc. C'est une petite nénette qui a 28 ans et qui porte ça. Elle est incroyablement instruite et formée sur le sujet. Et donc, c'est un gros coup de cœur et j'ai trop hâte. On a lancé la formation. Là, ça va être 4 jours de feu pour les jeunes entrepreneurs, tu vois, entrepreneurs N+2, N+3 qui débutent et qui nagent un peu justement parce qu'ils sont perdus dans cet océan d'informations. Et donc, en 4 jours avec Marion, on va leur faire un truc où on va leur permettre de devenir le vrai entrepreneur qu'ils ont envie d'être. Ok. Ton dernier coup de gueule? Mon dernier coup de gueule. Enfin, moi, les gens qui me connaissent, ils savent que j'ai des coups de gueule tous les 4 matins. Enfin, je suis du Sud-Ouest, hein, je suis une vraie fille du Sud-Ouest, tu vois. Donc, mais tu vois, je tends à me calmer parce qu'il y a rien qui me vient là. À part ça, tu vois, le truc, peut-être. Si, quand même, j'ai un vrai coup de gueule, quand même. Quand je réfléchis pas trop longtemps, ça vient. Peut-être, tu vois, les réseaux sociaux, quand même. C'est vrai que pour moi, c'est comme toutes les choses qui apportent beaucoup de positifs, ça apporte beaucoup de négatifs aussi. Les réseaux sociaux, pour moi, aujourd'hui, c'est très, je sais pas comment l'expliquer avec quelques mots. Ça déforme toute perception de tout. Et c'est à la fois un outil hyper puissant et indispensable pour nous, entrepreneurs. Et à la fois, pour moi, c'est dévastateur, quoi. Je me dis, on vit plus qu'à travers ce prisme et ça me fait peur. Tu vois, j'ai une petite fille de 6 ans et je me dis, j'espère que ça n'existera plus quand elle sera majeure, quoi. J'espère qu'on aura trouvé autre chose. Ouais, franchement, parce que je me dis, tu vois, la Threads est rentrée, ça y est, ça a commencé. Hier, j'ai reçu 14 000 notifications. Je dis ça, j'étais la première à m'y inscrire. Et j'attendais de pouvoir le faire. Votre pays n'est pas éligible. Depuis 6 mois, je lis ce truc, donc je suis à fond dedans. Tu sais, je suis la pro-marketing idéale, mais tout en ayant conscience. C'est ça qui est problématique. Et ouais, donc mon coup de gueule, c'est ça, je crois. Ok. Le meilleur conseil business qu'on t'ait donné? Alors moi, je viens pas d'une famille d'entrepreneurs, donc j'ai rarement eu des conseils, tu vois, voilà, on s'est un peu forgé tout seul. Il y a un mot que j'aime beaucoup, c'est serendipity en anglais, et c'est écouter les signes. Et je crois que notre subconscient nous envoie pas mal de signes, et que parfois, il faut pas croire à la chance, parce que pour moi, dans la vie d'entrepreneur, il y a des choix et du travail, mais il y a parfois quelques signes, il faut savoir les écouter. Ok, cool. Et ma question préférée du moment, c'était quand la pire période de ta vie? Ah oui, ça, je sais, je l'entends à chaque fois dans le podcast et je me dis, alors moi, je serais très facile à répondre, tu vois. Voilà. Et d'ailleurs, c'est souvent la même réponse, j'ai remarqué. C'est l'adolescence. Voilà. C'est le collège. Il faudrait supprimer cette carte du cerveau. Ouais, toi aussi. Le collège. Ouais, parce que, le collège, c'était les réseaux sociaux avant l'heure, tu vois. Tout le monde te juge sans savoir exactement ce que tu es. Voilà. Donc, c'est pas une période que j'ai très bien vécue. Mes parents sont séparés, tout ça. Bon. Bref. Mais je pense que quand même, ça forge un petit peu. Donc, il faut vivre aussi. On peut pas vivre qu'une vie toute rose, hein. Sinon, après, c'est compliqué. Justement, tu lui dirais quoi à Élodie du collège? Fonce. Reste comme t'es, t'inquiète, ça va marcher. Ok, super. Écoute, je te remercie beaucoup. Je te souhaite plein de belles choses pour 2024. Je pense que ça sera diffusé en 2024, hein, vu la date où on enregistre. Yes. On est fin décembre. C'est ça. Mais merci pour tout. C'était hyper cool de discuter avec toi et d'en apprendre un peu plus sur toi. J'ai été ravie aussi. Ça fait du bien de pouvoir échanger sur ce genre de sujet. À bientôt, Élodie. Bye bye. Et voilà le gang, j'espère que cet épisode t'aura plu autant qu'à moi. Si c'est le cas, partage-le sur Insta en nous taguant Élodie et moi, ça nous fera trop plaisir. Tu peux aussi mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify avec un commentaire sur Apple Podcast, ça m'aide encore plus. Merci beaucoup à toi et à très vite pour le prochain épisode de Wedding Divan.